Bonjour, dans ce début d'automne 2022, on est vraisemblablement en train de sortir de cette épidémie de variole du singe qui a été internationale. Parmi les premiers cas, en fait, ont été détectés ici à Montréal. Donc, le temps est venu là de faire un petit peu un état des lieux de ce qu'on sait de cette épidémie. Alors, allons-y. Donc, premièrement, pour ce qui est de la progression du nombre de cas, comme vous le savez tous, l'épidémie a commencé au printemps. Euh, et la progression a ensuite été rapide, mais évidemment pas aussi rapide que pour des virus qui se transmettent beaucoup plus efficacement, comme évidemment le virus de la COVID-19, pour qui la courbe était de nature exponentielle. Ici, vous remarquez que l'échelle est linéaire, mais tout de même une montée importante du nombre de cas qui s'est poursuivie jusqu'au milieu de l'été avec un pic qui était à peu près à la moitié du mois d'août. Donc c'est monté jusqu'à environ 1000 cas 1000 nouveaux cas par jour mondialement, mais ensuite ça a diminué, ça continue de diminuer. Donc ça, ce sont les chiffres pour le monde entier. Puis juste en date d'aujourd'hui, il y a eu environ 65 000 cas dans le monde. Au début de l'épidémie, la grosse majorité des cas étaient européens. Euh, Par la suite, la majorité des cas, dans le fond, dans la deuxième moitié de l'épidémie, la majorité des cas ont plutôt été sur le continent nord-américain. Et pour les Canadiens parmi vous, bon, évidemment, là, en termes de nombre de cas au Canada, c'est beaucoup plus petit euh, que mondialement ou que même aux États-Unis. D'abord parce que le bassin de population est beaucoup plus petit. Donc on voyait que c'est monté jusqu'à 20-25 nouveaux cas par jour. Le pic a eu lieu un petit peu plus tôt, je dirais donc fin du mois de juillet. Et ensuite, c'est redescendu là aussi. Donc maintenant, si on regarde d'un petit peu plus près la distribution par pays pour cette épidémie de 2022, comparée aux éclosions précédentes de variole du singe qu'on connaissait. Euh, Précédemment, la plupart des cas étaient dans les pays endémiques. Et les pays endémiques, ce sont dans le fond quelques pays qu'on trouve sur le continent africain. Donc là, c'est un peu mêlant. Ils sont en orange ici, alors qu'ils sont en bleu sur ce schéma à droite ici. Ok. Une exception majeure a été une épidémie de 2003 aux États-Unis qui a été initiée par l'importation d'animaux, en fait de rongeurs en provenance d'Afrique qui étaient infectés par ce virus. Euh, et puis évidemment, donc on en arrive à 2022 où on a une épidémie vraiment majeure dans laquelle il y a eu beaucoup plus de pays non endémiques ici. Ce que ça signifie non endémique, c'est-à-dire des pays qui ne sont pas connus pour avoir des transmissions locales de virus, même si évidemment il y a eu des transmissions locales pendant cette épidémie. Okay. Mais historiquement, ce n'étaient pas des pays endémiques. Il y a eu 80 pays euh, dans lesquels il y a eu des nouveaux cas de transmission, et puis 8 pays du continent africain qui étaient les pays endémiques donc, que l'on connaissait déjà. En termes de nombre de cas, c'est évidemment beaucoup plus imposant que ce qu'on a eu dans les, dans les, dans les éclosions précédentes. Et vous voyez que le continent européen ainsi que les États-Unis ont été les plus sévèrement touchés, mais on trouve des cas sur tous les continents. Alors maintenant, si on regarde d'encore plus près, quelles sont les personnes qui sont les plus atteintes, évidemment,
lorsqu'on examine de plus près des groupes de personnes, ça nous permet d'identifier des facteurs de risque. Ok. Euh, Premièrement, quelle était la méthode de transmission? D'une façon très majoritaire, les gens ont été infectés suite à des contacts sexuels. Ok. Et il y a eu d'autres cas où des gens ont été infectés simplement suite à des contacts rapprochés. Donc ça peut être simplement des contacts de peau à peau. Possibilité de contact via des sécrétions respiratoires. Donc ça, ce que ça signifie, c'est que dans un très petit nombre de cas, c'était pas évident qu'il y avait que la personne infectée et la personne qui est devenue infectée, c'était vraiment touché physiquement. Et donc, une possibilité, c'est pour ces rares cas, c'est qu'il y a eu des transmissions via des gouttelettes de salive. Euh, la très grande majorité des personnes infectées sont des hommes et on le sait que depuis le début de l'épidémie, le groupe qui est le plus touché, ce sont les hommes gays et effectivement cette tendance s'est continuée. Donc l'épidémie ne s'est pas propagée aux hommes hétérosexuels ou aux femmes. Essentiellement, c'est resté confiné aux hommes homosexuels ainsi que souvent des membres de leur entourage, peut-être des membres de leur famille. Il y a une association qui est intéressante, euh, qui est faite avec le statut des personnes en lien avec le VIH. Il y a presque 40% des personnes qui ont été infectées qui étaient VIH positives, ce qui est évidemment très élevé, c'est beaucoup plus élevé que la population générale. Et ça s'explique par le fait que le facteur de risque, il est le même pour les deux maladies, comme on va le voir dans les diapos suivantes d'ailleurs. La transmission, elle est de la variole du singe, elle est directement corrélée au nombre de partenaires, ok, et elle est également corrélée à l'absence de protection pendant les relations sexuelles. Et donc, et ça, on sait évidemment que c'est exactement la même chose pour le VIH. Euh, L'impact de cette association avec le VIH, il se fait sentir aussi au niveau des risques de complications. Dans la grosse majorité des cas, l'infection avec de la variole du singe a des conséquences bénignes, donc il y aura pas de séquelles, il n'y aura pas de complications, il n'y aura pas de décès. Mais il y a eu quand même un petit nombre de décès et les décès ont eu lieu de façon très majoritaire chez des gens qui étaient immunodéprimés. Et évidemment, dans certains de ces cas d'immunodépression, eh bien, c'était des gens qui étaient VIH positifs et qui n'étaient pas traités correctement ou chez qui le traitement ne fonctionnait pas. Ok. Et donc vous voyez que justement en dessous ici on a les taux de létalité pour cette maladie. Donc la maladie a été, comme je l'ai dit, relativement bénigne dans la grosse majorité des cas, plus précisément 94% des gens. Il y a seulement 5 à 6% des personnes infectées qui ont dû être hospitalisées et il y a moins de 1% des personnes infectées qui sont décédées. Donc c'est euh, euh, si on compare ça à nouveau à une autre pandémie récente qui est celle de Covid-19, donc c'est moins de 1%. Enfin, en réalité, le nombre de personnes qui sont décédées, c'est beaucoup plus petit que comparé par exemple à la première vague de la Covid-19. Euh, et au niveau de ces décès, plus précis, à la date du 21 septembre donc 2022, il y avait eu en réalité 20 décès. Et sur ces 20 décès, il y en avait 10 dans les pays endémiques et 10 dans les pays non endémiques. Alors même que la grosse majorité des cas de variole du singe se trouve dans les pays non endémiques pour cette épidémie.
Et ça, ce que ça nous dit, c'est que dans les pays endémiques, le taux de létalité supérieur s'explique par le fait qu'on y trouve plus souvent des gens qui sont VIH positifs et qui ne sont pas traités de façon optimale. Quelle est l'évolution de ce qu'on sait du mode de transmission? Donc la transmission sexuelle est confirmée. Euh, Maintenant, il s'agit de comprendre plus en profondeur qu'est-ce qui se passe avec cette épidémie de variole. Comment se fait-il qu'il y a beaucoup plus de transmission sexuelle par rapport aux éclosions que l'on connaissait précédemment? Donc, il y a deux hypothèses possibles, et ces deux hypothèses étaient déjà formulées dès le début de l'épidémie d'ailleurs. La première, c'est que le virus a subi des mutations, et ces mutations lui permettent de se transmettre plus facilement par le sexe. On peut penser par exemple à des mutations qui vont favoriser la transmission lors de contacts de muqueuse à muqueuse. C'est évidemment ces contacts muqueuse à muqueuse, c'est ce qu'on a dans les relations sexuelles. La deuxième hypothèse, c'est que le virus n'aurait pas fondamentalement muté, ses propriétés n'ont pas changé de façon dramatique, mais il a tout simplement pris avantage d'avoir été introduit dans un bassin de population particulier qui est une population à très haut risque de devenir infectée. Et pour le moment, il semble que ce soit cette deuxième hypothèse qui soit privilégiée. On a trouvé beaucoup de mutations dans ce virus, mais pas des mutations qui pourraient expliquer que la transmission soit plus facile. Par contre, on a trouvé des très fortes corrélations avec la présence de multiples partenaires, premièrement. Deuxièmement, avec des activités de sexe anonymes. Et troisièmement, avec l'absence de protection. Et donc ça oriente donc en direction de cette deuxième hypothèse, c'est-à-dire que c'est en quelque sorte une épidémie opportuniste dans laquelle un virus que l'on connaissait déjà a donc été introduit dans une population qui était très susceptible de devenir infectée par ce virus. Et d'ailleurs, voici une étude qui va sortir en réalité bientôt dans Science. L'article est disponible sur leur site, mais c'est pas encore publié. Okay, c'est accepté, pas encore publié. Et dans cet article, qui analyse un petit peu de façon très détaillée toutes les données épidémiologiques qui sont disponibles, il montre clairement que l'épidémie a été rendue possible parce qu'il y a une minorité d'hommes gays qui ont énormément de partenaires et qui ont énormément d'activités à risque. Et c'est ce qu'on appelle le heavy tail. Dans le fond, ça signifie qu'on a en termes de nombre de partenaires, on a une distribution qui est très large avec une petite partie des homosexuels masculins qui ont donc énormément de partenaires et énormément de rencontres à risque. Et d'ailleurs, je souligne simplement une phrase de l'article qui indique que la meilleure façon de contrôler cette épidémie, c'est d'intervenir spécifiquement auprès de ces gens qui ont de multiples rencontres à risque et ils ont pu quantifier cette information, disant qu'il faudrait se concentrer sur les personnes qui ont plus de 10 partenaires par 3 semaines. Okay. Donc on parle donc d'environ 13-14 partenaires différents par mois. Et je vous montre pas les graphes là parce qu'ils sont pas si faciles à lire, mais dans les graphes ça montait jusqu'à plus de encore plus haut, en fait près d'une centaine de partenaires dans cet dans cette période de 3 semaines pour certaines des personnes qui étaient interrogées. Okay. Euh, et là, je pense que c'est important de mettre quelque chose bien clair. Ça ne signifie pas que les hommes homosexuels sont moralement,
comment dire, moralement compromis par rapport aux hommes hétérosexuels, ok, euh, ou qu'ils aient des problèmes particuliers. Je pense que c'est simplement dans la nature de l'homme. Et puis on rencontre très très peu d'hommes hétérosexuels qui ont autant de partenaires et autant de rencontres à risque, mais c'est la raison pour ça, évidemment, c'est tout simplement qu'il y a très 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 peu de femmes qui s'engagent dans ce genre de comportement à risque, et donc les hommes hétérosexuels ne sont pas meilleurs que les hommes homosexuels, et simplement ils ne pourraient pas faire ce genre de choses, même s'ils voulaient faire ce genre de choses. Ok? Donc, pour finir, on peut dire aussi que des scientifiques s'inquiètent du fait qu'avec le nombre de cas qui est allé en augmentant, on risquerait de voir arriver un virus qui évolue, comme les virus savent si bien faire, en acquérant des mutations qui lui permettraient d'être davantage transmissibles et avec comme conséquence potentiel justement de se propager en dehors de ce groupe plutôt restreint d'hommes gays qui ont des comportements extrêmement à risque. Mais jusqu'à présent, on n'a pas observé ce genre d'évolution inquiétante du virus. Alors, on peut espérer que cette épidémie va finalement s'éteindre sans qu'on ait un, un virus de la variole du singe muté qui viendrait compliquer cette prédiction. Alors, les campagnes de vaccination sont allées bon train pendant tout l'été. C'est difficile de trouver des chiffres au niveau mondial, mais par contre, on trouve des chiffres détaillés pour ce qui est des États-Unis via leur administration de contrôle des pathologies, donc le CDC. Et on voit que les administrations de vaccins ont commencé dès le mois de juin et ont beaucoup augmenté pendant tout le mois de juillet. La majorité des gens ont reçu une dose, certains ont reçu 2 doses. Évidemment, c'est pas du tout des campagnes de vaccination qui ont visé toute la population, là, comme ça a été le cas pour Covid. Là, ce serait complètement inutile dans ce cas-ci. Et d'ailleurs, le nombre de doses de vaccins disponibles était très réduit. Donc, les vaccinations ont visé les gens qui étaient les plus à risque, soit à cause de leurs activités, c'est-à-dire les gens qui justement ont beaucoup de partenaires, ne se protègent pas, etc. Soit, et je dirais encore plus, des gens qui sont des partenaires connus de personnes qui ont été déjà infectées. Donc c'est ce qu'on appelle les cas contacts. Évidemment, là, tout le monde est maintenant très familier avec ce concept-là. Et donc, on a fait beaucoup de PPE, c'est-à-dire de prophylaxie post-exposition. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que, mettons, une personne a eu une relation sexuelle avec une autre personne qui était infectée ou qui s'est avérée infectée très, très rapidement après cette relation sexuelle. Eh bien, la personne qui ne montre pas encore de signes va se faire vacciner même après cette exposition au virus, car on sait que se faire vacciner même un petit peu, même juste après l'exposition, eh bien ça peut aider à diminuer les symptômes de la maladie. Cette approche de prophylaxie post-exposition, on l'applique d'ailleurs à d'autres maladies, comme la rage par exemple. Donc de façon non surprenante, les clients pour ces vaccinations ont été des jeunes adultes. Vous voyez que le groupe le plus représenté, c'est celui des 25 à 39 ans, parce qu'évidemment, ce sont les plus actifs sexuellement. Et là encore, de façon non surprenante, il y a eu beaucoup plus d'hommes qui ont été donc vaccinés que de femmes. On doit constater et on
peut évidemment regretter puis s'inquiéter de l'absence totale jusqu'à présent de campagnes de vaccination sur le continent africain. Comme je le disais, là, le nombre de doses de ce vaccin qui existait, c'était des stocks euh, qui étaient possédés par certains des pays les plus, évidemment les plus riches, qui les ont utilisés principalement pour eux-mêmes. Évidemment, il y a une compagnie qui en produit, mais les capacités de production sont limitées et évidemment, ben, ils vendent à ceux qui peuvent se permettre d'acheter ces doses de vaccins. Et en date de ce mois de septembre, il n'y avait pas de pays africains qui avaient acheté des doses de vaccins. Et évidemment, c'est inquiétant parce que c'est le pays dans lequel cette épidémie a commencé. Et puis la prochaine épidémie de variole du singe, s'il y en a une, commencera également sur le continent africain. Et aussi parce que c'est là qu'il y a le plus de décès. Okay? C'est là où l'épidémie fait le plus de dégâts. Euh, et on ne connaît pas encore l'efficacité réelle du vaccin qui est administré. Alors je rappelle que ce n'est pas un vaccin qui est spécifiquement contre la variole du singe, il est contre la variole, c'est-à-dire une maladie qui existait dans l'espèce humaine jusqu'au XXe siècle, okay, avant que des campagnes de vaccination massive justement mettent fin à cette maladie qui était endémique sur une bonne partie de la planète. On sait que ce vaccin contre la variole protège également contre la variole du singe, mais on manque de chiffres précis, on manque de quantification, et ça, c'est difficile de le déterminer parce qu'évidemment, on ne peut pas procéder à des essais, des tests cliniques incluant des groupes contrôle de personnes non vaccinées, okay, comme on l'a fait récemment pour la COVID-19 et comme on le fait généralement. D'abord parce qu'on a assez peu de doses de vaccins qui sont disponibles. Ensuite parce que c'est pas tellement éthique de faire ça. Alors, il y a différentes façons d'essayer de quantifier l'efficacité de ces vaccins. Une des façons, c'est de distribuer les doses de vaccins que l'on détient, sachant très bien qu'on ne pourra pas en donner à tout le monde, et tout simplement de suivre les gens qui ont eu la chance de recevoir le vaccin versus les gens qui ont eu la malchance de ne pas avoir accès aux doses de vaccin. Et puis de voir le taux de conversion, c'est-à-dire le taux de gens qui vont devenir infectés et ou qui vont subir des complications. Okay. Puisque vous le savez, là encore à cause de l'expérience sur la COVID, l'intérêt d'un vaccin, c'est pas toujours de prévenir l'infection, ça peut être aussi de prévenir plutôt les complications. Donc, les études vont continuer à sortir, on va probablement finir par avoir des chiffres un petit peu plus précis d'efficacité du vaccin, mais en tout cas, pour le moment, ces campagnes continuent. Il y a également des traitements qui continuent d'être testés. Là, ça va devenir de plus en plus difficile parce qu'évidemment, le nombre de cas diminue. Et il n'y a pas encore de molécule qui s'est dégagée là, comme étant clairement bénéfique. Mais évidemment, ce genre d'études ne se font pas en quelques semaines. Alors, espérons que il y aura de la nouveauté là aussi dans les mois qui viennent et qu'on sera davantage préparé à une prochaine épidémie de variole du singe s'il survient dans le futur.